Abdoulaye Diouf Sarr, en tout cas, État comme syndicat essaye, bon an mal an, en tout cas, tant bien que mal, de trouver des solutions par rapport justement au problème de la santé. En attendant, Serigne Saliou, nous allons nous aborder des questions politiques en attendant l'arrivée, bien sûr, de Malo Diacham. Et pour rester dans l'actualité, effectivement, nous avons vu la naissance d'une nouvelle coalition qui regroupe, en tout cas, Thierno Bocoum, docteur Abdourahmane Diouf, mais également le juge Dème, Cheikh Oumar Sy, mais également Cheikh Oumar Sy, voilà, c'est ça, je crois bien. Thierno Alassane Sall, voilà, de la République des Valeurs. Alors, vous pensez que cette composition est véritablement une composition assez normale par rapport justement à ces personnalités qui ont formé cette coalition? Au vu des profils en tout cas des hommes politiques qui composent cette coalition, on peut bel et bien dire que bien sûr c'est une coalition qui peut être mise en place. Seulement, il faut se dire que depuis un certain temps, bon, les gens se posaient des questions sur, en tout cas, à propos de certains hommes politiques qui composent bien sûr cette coalition, que ça soit Thierno Alassane Sall, que ça soit Thierno Bocoum, que ça soit aussi la nouvelle formation créée par Abdourahmane Diouf Awalé et aussi le juge Dème. Parce que Awalé a été absent pendant les locales. Réum Gor de Thierno Alassane Sall y est allé. Thierno Bocoum n'a pas été de la partie, de même que Cheikh Oumar Sy. Aujourd'hui, Cheikh Oumar Sy a été candidat à Golf. Hein? À Golf, ah, d'accord. Donc mea culpa. Donc il a été battu par Khadima Ekor. Voilà, donc Cheikh Oumar Sy, donc c'est un quatuor, hein, et c'est une coalition qui est ouverte aussi, bien sûr, à d'autres formations politiques. Donc c'est la troisième coalition, qu'on peut dire officiellement aujourd'hui, sur le champ politique. Après, bien sûr, Benno et la coalition Yewwi Askan Wi. Bon, maintenant, il y a aussi que le PDS, hier, s'est réuni pour installer son directoire. Mais aujourd'hui, on ne sait pas si réellement le PDS va en alliance ou bien si le PDS décide d'y aller seul. J'ai entendu des commentateurs de la vie politique hier parler, et à les entendre parler, on avait l'impression que le PDS a opté d'y aller seul. Mais je crois que ce serait suicidaire que le PDS quand même y aille seul, parce que tout simplement aujourd'hui au Sénégal, vous savez, on ne peut pas faire des résultats probants dans les élections si réellement on ne va pas... Mais Serigne Saliou, de ce point de vue, je crois bien que ceux-là qui ont eu à faire ce commentaire n'ont pas pris le temps de lire la totalité du communiqué, justement, du Parti démocratique sénégalais. Parce qu'au-delà de l'installation du directoire, au-delà de la nomination, j'allais dire, des personnalités politiques responsables au sommet qui composent le directoire, il y a effectivement des personnalités qui ont été effectivement nommés par la même occasion, chargés justement de discuter des alliances. Donc, ce qui veut dire que le Parti démocratique sénégalais n'ira pas seul aux élections législatives, parce que dans le directoire, il y a véritablement une cellule chargée de discuter des alliances prochaines en perspective des élections législatives du 31 juillet 2022. Donc, je crois bien que ceux-là qui ont à faire ces commentaires n'ont pas pris le temps de lire le communiqué, justement, issu justement de la cellule de communication de la formation politique. Voilà, très bien. Donc, c'est ça à quoi moi je m'attendais, parce que précédemment, j'avais entendu que le Wallo avait entamé des discussions, je crois, avec Gomso Bob, aussi avec d'autres leaders de la vie politique. C'est la raison pour laquelle hier, quand on en a parlé, ça m'a un peu surpris. Mais heureusement que vous venez tout simplement de m'éclairer sur la réelle situation. Donc, ce serait bénéfique que le PDS, quand même, y aille, bien sûr, en tout cas en coalition. Mais revenons sur la nouvelle coalition qui a été mise en place, la coalition tournant autour d'Abdourahmane Diouf, de Thierno Alassane Sall, Thierno Bocoum et de Cheikh Oumar Sy. Bon, je crois que c'est une opposition quand même qui est moins radicale par rapport à cela que l'on trouve dans le Yewwi Askan Wi. Bon, peut-être c'est des figures, en tout cas des profils de technocrates, en tout cas des opposants, pas radicaux mais modérés. Et je crois que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui que ces gens-là quand même puissent aller ensemble. Maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quel est aujourd'hui le poids électoral réel de cette coalition-là. Pour Yewwi Askan Wi, déjà, il y a eu un test parce qu'on sort des locales, même si les élections ne sont pas les mêmes, mais au moins on sent que là, il y a quand même une force politique qui tourne autour de 800 000 voix durant les dernières élections locales. Bon, concernant maintenant le cas de la nouvelle coalition, cette coalition-là, bon, je peux tout simplement dire que Réum Gor est allé, en tout cas au local, mais a été battu. Et je crois que sur l'ensemble du territoire national, Réum Gor n'a engrangé que 20 000 voix.
Donc, ce qui veut dire que Réum Ngor, quand même, ne pèse pas d'un poids lourd, en tout cas sur l'échiquier électoral. Cheikh Oumar Sy aussi, qui a été battu là-bas au niveau de Golfe aussi, peut-être que certainement, il ne pèse pas d'un poids très lourd. Maintenant, aujourd'hui, que pèse Awalé, que pèse aussi Thierno Bocoum? C'est la grande question qu'il faudra se poser. Ainsi que le juge Dème. Ainsi que le juge Dème. Bon, je crois que le juge Dème avait des prétentions au niveau de Thiès, mais finalement, je ne l'ai pas entendu sur des listes. Est-ce qu'il était parmi tout simplement la liste des conseillers? Bon, cela peut être, mais en tout cas, je ne l'ai pas vu aller en compétition pour briguer une mairie au niveau de Thiès. Bon, maintenant, quelle est la valeur, en tout cas, politique réelle, le poids réel politique de ces gens-là? En tout cas, c'est la grande inconnue pour l'instant. Okay. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ceux-là qui se sont rassemblés, moi, je crois que c'est des profils quand même qui peuvent aller ensemble, d'autant plus que c'est des gens qui prônent des valeurs, mais il faut aussi se dire que partout où on va aussi, les gens parlent tout simplement de valeurs, que ce soit au niveau de Benno, que ce soit au niveau des Askan, que ce soit ailleurs. Et puis, il est important, Serigne Saliou Gueye, de rappeler que, c'est comme dit l'adage, qui se ressemble, s'assemble. Effectivement. Parce qu'en réalité, du point de vue du tempérament politique, du point de vue véritablement de tout ce qui est considération et orientation politique, je crois bien que ce sont des leaders qui ne franchissent jamais le Rubicon, autrement dit la ligne rouge. Et par rapport justement à ce discours d'invective que l'on sent véritablement chez certains, en tout cas je ne dis pas tout le monde, mais chez certains leaders politiques, mais également il faut rappeler que Dr Abdourahmane Diouf et Thierno Bocoum ont eu à partager la même formation politique qui réunit pendant de très longues années. Il faut également rappeler que Thierno Bocoum et Cheikh Oumar Sy ont été ensemble députés dans la 12e législature. Même si l'un avait été élu sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar et l'autre sous la bannière de la coalition de Serigne Mansour Sy Djamil, comment ça s'appelle encore, Bass Douniak de Serigne Mansour Sy Djamil. Maintenant, il faut dire qu'en réalité, c'est le juge Dème qui, depuis sa démission de la magistrature, qui s'était engagé véritablement dans la chose politique, ce sera un premier test majeur pour lui en participant à des élections, en tout cas de représentativité. S'il faut également rappeler que ces élections, Serigne Saliou, seront âprement, au-delà d'être âprement disputées, seront des élections qui réserveront certaines surprises, parce que ceux-là qui étaient élus sous véritablement sous le sceau du plus fort reste devront batailler encore fort, parce qu'en réalité, le nombre de voix que l'on avait pour être élu au plus fort reste, aujourd'hui, a été multiplié par 3, si je ne m'abuse, parce qu'on quitte 17 000 à peu près pour arriver à près de 71 000 voix pour être élu au plus fort reste. Donc, ce n'est pas partie remise pour seulement ces coalitions-là. Non, ça risque d'être difficile, d'autant plus que, comme je viens de le dire, certains de ces hommes politiques, en tout cas, on ne connaît pas pour l'instant leur poids politique réellement. Bon, maintenant, l'autre problème aussi, qui risque d'être un goulot d'étranglement, c'est au niveau des investitures. C'est-à-dire, dès l'instant qu'il s'agit d'investir, qui sera maintenant la tête de liste? C'est ça le grand problème. Est-ce que ceux-là, qui composent essentiellement cette coalition, iront briguer, en tout cas diriger des listes départementales, ou bien ils iront sur la liste nationale? Mais pour la nouvelle coalition, mais la nouvelle coalition, il est certain, Serigne Saliou, je ne veux pas jouer au saltigue de Malango sur le plateau de l'essentiel, mais en fait je me dis à mon niveau, en fait mon 7e sens, vous dites qu'ils iront sur la liste nationale? Oui, mon 7e sens d'observateur politique me pousse à véritablement verser dans une méthode encore beaucoup plus juste, en me disant que ils ne peuvent pas mettre en orbite cette coalition-là sans avoir des préalables. Qui sera tête de liste carrément nationale, qui sera sur l'autre liste? Je crois bien que ça, ils en ont déjà discuté, apparemment, parce que on ne peut pas lancer une coalition au risque de la voir éclater à la veille des élections, à cause justement de problèmes liés aux investitures. Mais vous savez, ce matin, je ne sais pas si c'est avéré, j'ai entendu dans la revue de presse que déjà le problème se pose au niveau de cette coalition. Que qui sera la tête même de liste au niveau de la dite coalition? Là, je ne sais pas si c'est une information avérée, parce que moi je ne l'ai pas vérifié et je n'en ai pas discuté aussi avec les composantes de cette coalition, mais c'est un véritable problème. Est-ce que ce sera Awalé
Abdourahmane Diouf, est-ce que ce sera Thierno Bocoum, est-ce que ce sera Thierno Alassane Sall ou bien Cheikh Oumar Sy? Parce que chacun d'entre eux vraiment a le profil pour diriger cette coalition-là. Mais vous savez, celui qui va diriger cette coalition a plus de chances d'être député que les autres. Parce que n'oublions pas que c'est le système de la parité. Donc déjà, quand on met un élément, c'est-à-dire l'un des composants, l'autre risque, en tout cas le dernier risque de se retrouver à la 8e place. Et ce n'est pas évident pour une coalition qui vient de se former, quand même que l'on puisse en tout cas avoir toutes les chances pour être élu député à l'Assemblée nationale. Donc je crois que les chances pour être réellement aujourd'hui au sein de l'hémicycle, c'est ou soit être à la première place ou être à la 3e place. Mais dès l'instant qu'on est fourgué à la 5e place ou bien à la 7e place, là, il y a quand même des risques de ne pas être, en tout cas, être député. Surtout qu'on ne connaît pas, il n'y a pas encore un baromètre qui puisse nous permettre de jauger réellement la valeur politique, en tout cas, le poids électoral de ces leaders de formation. Oui, et quand même, mais également, il faut rappeler que la coalition n'est pas née hier pour s'enfermer totalement. Aujourd'hui, on se dit qu'en réalité, que tout est possible. Et étant donné que Thierno Alassane Sall, avant même lors des élections départementales municipales, avant de claquer la porte, était dans une coalition. Je veux nommer la coalition Wallou. Donc, pour ces élections législatives, on peut effectivement... Il était aussi avec les Mamadou Lamine Diallo, oui, c'est dans le cadre du CRD. Oui, du CRD, oui. Oui, donc, mais quoi qu'il en soit, ce n'était pas une coalition électorale, mais une coalition... Non, c'était un cadre de réflexion, en tout cas regroupant des leaders politiques, des formations politiques très bien connues au Sénégal. Mais on se dit que la nouvelle coalition composée de Dr Abdourahmane Diouf et tant d'autres peuvent même demain se rapprocher avec une autre coalition. Mais quel est le nom de la coalition? Moi, en fait, le nom c'est Penchum Ngor Ngir Awale. Agir pour, je ne sais pas, mais je crois bien que c'est assez long par rapport justement au nom de la coalition. Je pourrais te ils ont pris les noms des partis là pour en faire une phrase choc. Le slogan. Je peux te sortir ça. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit d'élections. Et par rapport justement aux enjeux liés aux élections législatives de 2022, c'est la dernière, et ce sont les dernières élections du dernier mandat supposé du président Macky Sall. On ne va pas supposer c'est le dernier mandat. Bon, je parle du généralement politique, et par rapport à l'appréciation aux appréhensions que l'on pourrait avoir par rapport au mandat présidentiel. Mais cette coalition peut demain se rapprocher de Yewwi, qui sait. Cette coalition peut se rapprocher demain de la coalition Gumsobop de Bougane Gueye Dany, qui sait. Gumsobop, c'est la grande inconnue. Il faut qu'on revienne un peu sur Gumsobop. De la coalition Wallou avec le Parti démocratique sénégalais, qui sait, parce qu'en réalité, compte tenu des enjeux qui ne stagnent pas mais qui évoluent, d'ici un mois, qu'est-ce qu'il va se passer? On ne sait pas encore. Ces changements faisant, mais c'est Salgo, on peut se retrouver avec une coalition qui va retrouver une autre coalition pour former une plus grande coalition. Mbabou, je ne partage pas ton optimisme par rapport à ce rapprochement entre ces différentes coalitions. Parce que vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous analysez les profils de ces coalitions, je crois que chacune d'elles a un profil quand même particulier. Bon, je ne parle pas de Benno Bokk Yakaar, mais je parle surtout des coalitions de l'opposition. J'ai dit qu'au niveau de Yewwi Askan Wi, c'est là où on retrouve vraiment cette véritable opposition radicale qui s'oppose radicalement à Macky Sall. Mais si on connaît réellement cela qui compose aujourd'hui la nouvelle coalition autour d'Abdourahmane Diouf, ça, bon, je dis que quand même, ils ont un discours beaucoup plus modéré. Maintenant, au niveau du PDS, de temps à autre aussi, le PDS, on a l'impression qu'ils sont un peu aussi au centre. Parce que de temps à autre, le discours est musclé, de temps à autre aussi, on a un discours un peu lénifiant. Mais ce qu'il faut savoir, maintenant, est-ce que réellement il y a des possibilités de rapprochement? En politique, il ne faut jamais dire jamais. Mais tel que, en tout cas, on les analyse sur la scène politique, ce serait très surprenant de voir, par exemple, la nouvelle coalition intégrer, en tout cas avoir des atomes crochus avec Wallou ou bien sûr avec Yewwi. Parce que ce qui ça va se poser, c'est surtout au niveau des investitures. Parce que aussi, n'oublions pas qu'il y a des leaders politiques forts qui sont là-bas. Imaginez aujourd'hui que ces gens-là se rallient, en tout cas à Yewwi Askan Wi. Quelle est la position que ces leaders-là vont occuper? Ils peuvent occuper une position dont on est sûr qu'au départ, qu'ils ne seront pas du tout des députés à l'Assemblée nationale. Et je crois que pour éviter maintenant cela, ces gens-là ont préféré mettre sur pied leur propre coalition et peut-être aussi tenir
un autre discours qui ne sera pas un discours radical, mais peut-être que sera un discours mi-figue, mi-raisin. Maintenant, le discours aussi de Wallu aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de temps à autre, le discours est radical, de temps à autre aussi, le discours quand même est un peu lénifiant. Mais Wallu, il y a la possibilité de voir Wallu peut-être se rapprocher tout simplement de Gemso. Parce que pour moi aujourd'hui, la grande inconnue, et ça on n'en a pas encore parlé, la grande inconnue c'est Gemso Bob. Parce que j'avais entendu qu'il y avait des négociations entre Gemso Bob et Wallu, mais pour l'instant je n'ai pas encore une autre information là-dessus. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si Gemso Bob aussi fait comme il avait fait pendant les élections locales, c'est-à-dire que bâtir sa propre coalition, on risque vraiment de se retrouver avec une multitude de pôles de coalition. Et là, je vous le dis, si on se retrouve avec cette multitude de pôles de coalition, ce qui est sûr et certain, ça va faire tout simplement le jeu de Macky. Alors, je vous rappelle justement le nom de la coalition, ou j'allais dire le slogan même de la coalition, c'est prêt à agir avec éthique pour Awalé Sénégal, Siré ou Ngor. Mais ils ont intérêt aussi à donner un nom quand même qui est illustratif et qui est court aussi. C'est par rapport juste peut-être qu'au départ, parce qu'en réalité, le nom de la coalition ne saurait figurer sur une liste par rapport justement aux élections prochaines. Et c'est sûr qu'il y aura un nom qui sera retenu et de manière définitive. Et par rapport justement à cette coalition, si par extraordinaire, effectivement, elle va, comme elle s'est composée aux élections législatives du 31 juillet 2022. Mais c'est Salou, et il y a également, il faut quand même que l'on puisse repenser à l'histoire politique du Sénégal. Parce que quand on juge une opposition radicale, une opposition un peu moins radicale, on a vu qu'en 2007, l'opposition pratiquement, que l'on disait radicale, avait boycotté les élections législatives. C'était une opposition pratiquement inconnue qui était arrivée à l'Assemblée nationale. Les écologistes par-ci, il y avait... Mais au moins, Lambo, je crois que ce qui était, en tout cas, ce qui était important dans cette coalition de l'opposition, ça de la Benno Siggil Sénégal, c'est qu'au moins, l'essentiel des leaders de l'opposition s'était regroupé autour de Benno. C'est là-bas, on avait vraiment toutes les sensibilités. Parce que si on a un Tanor quand même qui était vraiment très doux, on avait quand même en face un Amath dans ce rôle quand même qui était très bouillant. Donc je crois que c'était une compilation de sensibilités réunies. Un très diplomatique. Qui se trouve vraiment au centre. Avec un Ablaye Bathily qui avait aussi un discours très musclé. C'est clair. Alors je l'annonçais tout à l'heure, il s'agit de Mbalo Djethiam, il vient de nous rejoindre sur le plateau. Pris dans les embouteillages comme pratiquement tout le monde. C'est compliqué de circuler à Dakar depuis, en tout cas, le début du mois de Ramadan. Absolument. Alors Seigne Salou, c'est la deuxième partie. Avec votre permission, bien sûr, nous allons interpeller Mbalo Djethiam sur les questions qui l'intéressent. Et les questions qui l'intéressent, ce sont les questions de la santé. Merci. Même, malheureusement, on n'aura pas trop de temps compte tenu du retard accusé. Mais quand même, par rapport au procès qui s'est tenu hier, renvoyé jusqu'à la date du 5 mai, et le refus de la demande de liberté provisoire introduite par les conseils justement des sages-femmes qui devront rester en prison. Alors Mbalo, que faut-il réellement par rapport à cette affaire-là? Je vous remercie Ablaye, je remercie Seigne Salou. Donc le retard, je ne reviens pas. Donc nos excuses parce que 2 heures de bouchon pour moins de 2 km, voyez ce que ça fait comme difficulté. Mais s'agissant du procès, d'abord une manière de rendre hommage aussi à toutes ces braves sages-femmes qui malheureusement, avec le coup du sort, sont retrouvées dans cette situation disons, inconfortable, et qui nous vaut tous ces déplacements-là et qui nous vaut donc toute cette solidarité-là. Bon, pour revenir directement à votre question, nous avons été à Louga la veille même du procès, avec aussi nos conseils. Et ce qui est important, comme vous l'avez dit, nous voulions effectivement qu'il y ait une liberté provisoire, une mise en liberté provisoire. Parce que pour nous autres, peut-être profanes, nous pensons jusqu'ici qu'elles sont innocentes et qu'elles sont innocentes. Du moins qu'elles sont innocentes régulièrement domiciliées aussi à Louga. Et que après les auditions, on a pu libérer 2 d'entre elles pour des raisons plus ou moins médicales. Nous pensions effectivement que avec cette convocation, on aurait pu les laisser jusqu'au jour donc du procès.
Cela n'a pas été fait. Bon, maintenant, nos avocats aussi avaient demandé dans un premier temps, effectivement, le report du procès. C'est-à-dire la partie civile a demandé le report du procès pour installer, disons, l'État dans le dossier. Parce que aussi, un jour ou l'autre, si le tribunal devait disons, statuer et devait prononcer des peines ou des amendes, donc nous pensons que c'est l'hôpital aussi qui devait prendre en charge. Pour nous autres, c'est l'hôpital qui est attrait devant le tribunal, qui doit répondre de cela et peut-être éventuellement se retourner contre ses agents si vraiment il sentait que ses agents l'ont mis dans une situation inconfortable. Et que s'il y avait aussi quelque chose à réparer ou à faire, c'est au niveau de l'hôpital ou bien c'est à l'hôpital de le faire. Et sinon, maintenant, si le procès se passait dans ces conditions, le risque c'était qu'on exposerait donc nos camarades devant la famille des victimes. Donc, qu'on parle de procès pénal, et un jour ou l'autre, si on arrivait aussi à les sanctionner et à même leur faire payer des amendes, quel que soit le montant, ils auraient dû payer cette amende-là. Sinon aussi, peut-être la contrainte par corps. Optimiste par rapport justement à ce qui sera attendu à la date du 5 mai, parce qu'en réalité, on a l'impression, ou peut-être que vous avez l'impression, que la clameur populaire a fini même de violer la présomption d'innocence des sages-femmes. Bon, évidemment, il y a eu cette clameur populaire, il y a eu effectivement un ensemble de circonstances qui n'ont pas permis aujourd'hui les travailleurs de la santé. C'est comme si toutes les populations étaient contre contre les travailleurs de la santé. C'est comme si rien n'avait été fait de bon auparavant. C'est comme si on a oublié la Covid qui a créé toutes les tragédies possibles dans le monde. Et qu'on a pu aussi échapper plus ou moins. Pendant pratiquement 2 ans, tout le monde a applaudi le personnel de la santé. Aujourd'hui, donc, on nous jette le pauvre. Et c'est vraiment dommage. Maintenant, ce qu'on risque, c'est ça, nous, notre difficulté. Après ces lynchages médiatiques, etc., qu'il y ait un lynchage physique. Et je pense que si on continue comme ça, on ira d'escalade en escalade et ça ne va rien régler. Donc la règle de droit est là, mais c'est pour un ordre social. Mais si la règle de droit donc, continue à faire perturber l'ordre social, nous pensons qu'il est question de revoir cela. Nous pensons qu'en âme et conscience, elles ont fait ce qu'elles devaient faire. Il y a eu certainement ce drame. Et ce drame aussi nous chagrine parce que nous avons une pensée pieuse pour cette défunte. Nous avons toute notre compassion pour elle, tout comme aussi nous avons cette solidarité et cette compassion pour nos camarades. Nous ne pensons pas qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a autre chose aussi à faire dans ce dossier-là. Et que ça pose aussi le problème de la responsabilité médicale. Parce qu'au-delà même de cette question-là de Louga, on a vécu aussi des convocations pour cela, pour des infirmiers chefs de poste, qui peut-être par mégarde se sont trouvés dans des situations comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit simplement exercice illégal de la médecine. Parce que c'est des tâches déléguées, c'est des fonctions déléguées. Quand vous les faites très bien, c'est tant mieux. Mais quand vous les faites mal, ou bien quand il y a un accident, on dit simplement que vous avez exercé illégalement la médecine. Et voilà, c'est le tribunal, c'est les peines, etc. Alors, à Kaffrine aussi, on avait une situation de ce genre. Et vous avez vu, nos camarades aussi avaient été écrivés. On a cherché des avocats pour les tirer d'embarras. L'État doit revoir cela. Ils n'ont pas assez de gynécologues, ils n'ont pas assez de médecins, ils n'ont pas assez de travail de la santé, de sages-femmes. Sinon, il y a une armée qui chôme. Il y a un gap extrêmement important et nous nous retrouvons dans ces situations où la surcharge de travail ne permet pas d'être à niveau, ne permet pas d'être soi-même, d'autant qu'on ne doit pas passer plus de 12 heures de temps en tant que médical dans un service. On passe combien de temps? Évidemment, ce n'est pas pour dédouaner les gens, mais pour simplement faire preuve de compréhension par rapport à tout ce qui... Alors, vous permettrez à Serigne Saliou très rapidement de donner justement son point de vue par rapport au développement que vous avez fait, avant de vous redonner la parole pour que vous puissiez terminer. Seulement dire que j'ai encore une pensée pieuse pour la dame Sornassou, vraiment beaucoup de compassion à l'égard de son mari et de sa mère, et aussi vraiment mon soutien total aux sages-femmes qui aujourd'hui sont en détention. Vraiment, j'imagine l'enfer carcéral qu'elles sont en train de vivre. Et je sais que, d'une manière, elles ne sont pas responsables à 100% de ce dont on les accuse aujourd'hui. Il est vrai que
peut-être que ça peut être une cause directe, mais les causes lointaines, très souvent, en tout cas, on les oublie. Et ça, ce n'est que la conséquence vraiment de toute la politique de santé quand même médiocre de l'État sénégalais. Et vous savez, chaque fois qu'il y a des situations pareilles, au lieu de soutenir les responsabilités de part et d'autre, souvent, le chapeau de la responsabilité, tout simplement, on les délègue aux acteurs même de la santé. Alors que moi, je l'ai toujours dit ici, la responsabilité première, c'est la responsabilité de l'État. Et à entendre le ministre, on a l'impression que le ministre s'est précipité, ne serait-ce que pour livrer à la vindicte populaire ces sages-femmes-là. Et vous savez, moi, je dis que c'est vrai que celui qui exerce ce métier, il ne peut commettre des erreurs que dans ce métier-là. Moi qui vous parle, j'ai eu, je le dis tantôt, j'ai eu une parente qui est décédée dans des conditions qui m'avaient tellement révolté. Mais cela, quand même, ne peut pas me pousser aujourd'hui à dire tout simplement, en tout cas, à jeter, comme il a dit, le bébé avec l'eau de l'olivier. C'est pas possible. Ce que l'on dit, œuvre de temps de jours détruite en un seul jour. Ça aussi, c'est un problème. Okay. Voilà des gens qui étaient adulés il y a de cela, en tout cas naguère, mais aujourd'hui on va tout simplement les livrer, en tout cas on va les jeter en pâture. Et ce qu'il faudra éviter, c'est faire de sorte qu'il y ait une confrontation entre les acteurs de la santé et aussi les populations. Malo a parlé tout à l'heure des agressions, mais les agressions physiques ont déjà commencé. On nous avait même parlé à Sédhiou, en tout cas c'est dans le sud, d'une sage-femme qui avait été lynchée par je ne sais pas. À Kolda, un peu partout. Et pourtant, chaque fois, on n'entend même pas la réaction de l'État par rapport à cela. Et c'est ça, on a l'impression que les acteurs de la santé, quand même, ils sont laissés en rade dans l'exercice de leur profession. Oui, j'illustre son propos parce qu'il s'agit de Clarisse Da Silva à Diana Malari. Voilà, très bien. Cette dame-là aussi, c'est un groupe de jeunes. Un groupe de jeunes l'a trouvée, elle était malade, elle avait même été opérée de l'œil gauche. On lui dit qu'on a amené un malade ici, mais elle dit à ce groupe-là qu'allez voir au niveau du poste de santé, il y a quelqu'un. Vous devez sortir, sinon on vous fait la fête. Comme ça. Avec des injures, hein. Oui. Je ne sors pas, on arrache, disons, le loquet de sa porte, on la tire et on la cogne. 5 gaillards. Et il n'y a pas eu de clameur populaire, il n'y a eu rien. Et on a fait le procès, et peut-être ils s'en sortis avec quelques jours de sursis, et c'est tout comme ça. Et à Fadial aussi, cette femme qui avait été victime d'une tentative de viol, d'abord dans un premier temps, agressée, ensuite j'ai été à Fadial aussi, vous voyez dans quelles conditions. Et elle aussi, elle était bénévole, hein, elle n'était pas recrutée, vous vous rendez compte. Elle assurait la garde. Et jusqu'ici aussi, quel est son sort? Rien. On aura appris que quelque temps après, on a appris c'est le malfaiteur, mais ça, en tout cas, les populations ne s'en émeuvent pas. Quand on est dans la rue aussi pour réclamer des conditions de travail, etc., on ne nous appuie pas. Même pour des conditions de salaire, on nous dit allez-vous-en. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes seuls face à nous-mêmes, seuls face à notre destin. L'État nous a tourné le dos, les populations sont en train de critiquer. Alors nous avons pris notre sort à 2 mains parce que aussi, malgré tout, vous avez signé des accords avec l'État à travers un de ces démembrements qui est votre ministère de tutelle. Oui, parce que déjà, cette question s'est invitée, disons, dans la lutte. Parce qu'on était en train de dérouler nos plans d'action. En tout cas, pour ce qui concerne Andegesem, c'était pour la signature du protocole et pour engager des discussions sérieuses sur le système de l'énumération. Maintenant, fort heureusement aussi, le ministre de la Santé, au nom du gouvernement, a signé ce protocole d'accord. Et c'est des accords qui sont extrêmement importants, extrêmement précieux pour la carrière de ces gens. Voyez-vous, M. Mbou, pour des agents qui sont entrés et qui ne peuvent pas avoir de passerelle pour poursuivre leur carrière, vous voyez ce que ça fait comme difficulté. Alors on a pu régler ça autant pour les infirmiers brevetés, pour les assistants infirmiers, on a pu régler pour les techniciens supérieurs, ils ont commencé leur formation et bientôt ils vont terminer, on va les classer à la hiérarchie A. Et pour la première fois, donc un fonctionnaire, disons des agents, des infirmiers, donc se retrouve à la hiérarchie A. Et de tout temps, depuis l'époque coloniale, le grade le plus élevé, c'est l'assistant social principal de classe exceptionnelle et il est à hiérarchie B1. Les autres sont à B4, sage-femme de classe exceptionnelle ou infirmier d'état de classe exceptionnelle. Aujourd'hui, avec la LMD, donc ces horizons ont été dépassés. Ouais, ce que ça fait comme perspective je rappelle également les communautaires aussi. Et je rappelle également que le Sénégal perd beaucoup de matières grises dans le secteur de la santé. Beaucoup de médecins qui préfèrent quitter le Sénégal pour aller la rémunération n'est pas au rendez-vous. Oui, la rémunération n'est pas au rendez-vous. Il faudra quand même que l'on y trouve vraiment des solutions durables. Je rappelle que c'était Mbalo Djethiam,
un magazine essentiel en 2 parties quand même, en pleine semaine, ça n'arrive pas tous les jours, ça n'arrive pas tous les temps. Merci à vous, Mballo Dia Thiam. Merci, c'est déjà beaucoup. Qu'il est le secrétaire général du syndicat universitaire des travailleurs de la santé et de l'action sociale, c'est bien cela, mais également chef de file de l'organisation And Gueusseum, qui s'est vraiment guessemé le secteur de la santé. Voilà, et à côté, il y avait Serigne Saliou Gueye, consultant. Ça a été un plaisir également de partager le plateau avec lui pour la première partie totalement politique. C'était pas un monologue, c'était un débat entre lui et moi, bien sûr. Et heureux d'avoir été avec vous, mesdames et messieurs. Bon dogu, à demain, Inch'Allah. nekk ci àdduna ci suuf mbaa ci jaww ji ànd leen ak seen groupe de presse leader D-Media téléchargez l'application D-Media ci Play Store wala Apple Store ngir wéy di déglu ak seetaan seen émission en direct en VOD ci Zik FM wala Sen TV taamu leen sunu page YouTube lire seen journal Tribune. Laiterie du Berger bu Dolima moo leen di may seen série Ramadan de As. jaay Dolima fu mu jëm ak ñun indi na mbuusub caakiri de jóg leen ay caay dikkati nañu ñoo ngi nii Dolima mi ci potu caakiri bi dafa wone muy mosali ak ñamali saa yu ñëwee neex mosali ak ñamali saa yu ñëwee neex Dolima caakiri dafa wone Dolima caakiri dafa wone Dolima caakiri Dolima fu mu jëmate ak ñun andi na potu caakiri de jóg leen ay ca Dolima Chakri, 500 francs rek. Dolima Chakri, de vos overnet.